fait très chaud comme ça. Donc, on m'examine en salle d'accouchement et du coup, on me dit que je suis ouverte à 2. Ah, déception, hein. Moi, je me dis, je pensais que les ballonnets, vu la taille du truc, quand ça tombait, c'est que voilà, vraiment le travail allait s'enchaîner. On me dit non, en général, les ballonnets, ils tombent entre 2 et 3 centimètres. Bon, bah c'est tout. Donc, à partir de là, mais on me dit, étant donné que c'est un déclenchement, moi je ne le savais pas, on peut déjà me poser la péridurale. Je refuse. Je refuse dans un premier temps parce que je sais que j'ai eu un peu un pré-travail la veille, mais j'ai envie de savoir ce que fait vraiment la contraction, le vrai travail. Donc, je dis non. Et puis, du coup, bah, on vient me vérifier tous les temps de temps, voilà. Au bout d'un moment, on me propose du coup, la perte d'ocytocine. Puisque forcément le ballonnet ne fait pas, voilà. Donc, au bout de quelques heures, donc sur le petit matin, vers 5-6 heures, on me propose la perte d'ocytocine. Dans la foulée, on me propose de me percer la poche des os. Et on m'explique qu'à partir de là, de toute façon, il y a entre 12 et 14 heures pour que le bébé arrive à peu près à partir du perçage de la poche des os, parce qu'on sait qu'après, il n'est plus protégé par le liquide amniotique, tout ça. Et du coup, il faut prendre en considération, voilà, que maintenant, ça y est, il y aura plus des jours et des jours. Donc, on me demande, est-ce que je perçais ou pas la poche des os. Je dis oui, ça sous-entend qu'après, il faut mettre la sonde, tout ça. Donc, moi, je n'étais pas au courant, par exemple. Finalement, ça paraît assez logique, mais du coup, on propose une sonde, on met une sonde urinaire. Voilà, à partir de là, donc il se passe des heures et des heures et des heures de contraction. Oui, ce que j'allais te dire, tu contractais quand même. Je contracte, je contracte pas très douloureux, enfin c'est pas très douloureux, hein. Je les vois encore une fois à la machine que ça commence à monter de plus en plus. Et après vient le temps où vraiment elles arrivent. Elles sont assez régulières. Très douloureuses. Mon col s'ouvre. Il s'ouvre gentiment. 3, 4, 5. Il s'ouvre. On me propose, je peux boire un petit verre d'eau, tout ça. Encore une fois, canicule, je suis au bout du rouleau. Et puis vient le moment où les choses tournent un petit peu mal, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je m'épuise, très franchement. Alors, j'ai demandé la péridurale entre-temps. Oui, c'est ce que j'ai te demander. Est-ce que tu as eu la péri entre-temps? Oui, j'ai eu la péri entre-temps. Je l'ai eu à peu près, donc je suis descendue en salle de naissance, il devait être à peu près 3-4 heures du matin et j'ai demandé la péridurale au petit matin, il devait être 9-10 heures, je crois, un truc comme ça. Voilà, j'ai attendu vraiment que... Tu te souviens à combien tu étais quand tu as eu la péri? J'étais à 3. J'étais même pas à 4. Alors parce que justement, je me rappelle de ça puisque je leur ai dit, mais il me semblait qu'il fallait attendre d'être dilaté à 4 pour avoir la péridurale. Et on m'a répondu non, ça c'est une croyance complètement fausse. Et il faut savoir que, chose que je ne savais pas, dans un déclenchement, et ça va être le côté très positif du déclenchement, on peut demander la péridurale dès le départ. C'est-à-dire que dès qu'on nous descend en salle d'accouchement, on peut demander une péridurale. Moi, j'ai choisi non, puisqu'on m'a dit que ça pouvait durer encore entre 12 et 14 heures. Je me suis dit, je veux pas être clouée dans un lit entre 12 et 14 heures tant que ça va. Ça fait déjà 3 jours qu'on y est. J'ai envie de pouvoir au moins dégourdir un peu. Sinon, franchement, parce que la salle de naissance, c'est pas la chambre de la maternité. Il y a pas de téloche, il y a pas tout ça. Hein. On est d'accord. Voilà, hein, c'est pas la même chose. Hein. Ah non, c'est différent. Il y a même pas une petite salle de bain, il y a rien du tout. On est un lit et tout un équipement médical et puis ça s'arrête là. C'est exactement ça. Ça va être vachement long. Donc du coup, donc j'ai eu la péridurale. C'était pas une crainte en soi pour moi la péridurale et j'ai pas trouvé ça si horrible que ça. C'est pas ce qui m'a le plus traumatisé, disons. Ce qui m'a le plus traumatisé dans la péridurale, c'est que je ne savais pas. En fait, moi, elles m'ont tenu les jambes devant, les sages-femmes. Je ne savais pas pourquoi, mais parce que ça déclenche un espèce de réflexe. Voilà. Et les jambes, en fait, sauf que vu que l'aiguille est en train d'être enfoncée, il faut être maintenu pour ne pas que, voilà. Mais j'ai pas trouvé ça, on peut pas dire que c'est hyper agréable, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, quand on dit on va poser la péridurale, on est là, on dit aiguille, dos, machin, on veut se cacher un peu. Voilà. Si ça peut rassurer, j'ai pas trouvé que c'était, voilà. Et on était déjà à des contractions bien là vraiment j'avais commencé à avoir du mal, enfin c'est même pas que je commençais, hein, ça faisait un moment que j'avais du mal et que je cramponnais le lit, et même avec les péridurales, parce que moi je ne savais pas, je pensais que vraiment la péridurale c'était ciao les contractions. Non.
Ça aussi. Tout dépend si elle est microdosée, si ça fonctionne, voilà, etc. Ça, on me l'avait pas dit. Elle a pas fonctionné de fou, quoi. J'ai quand même, ça a quand même été douloureux. Régulièrement, j'appelais pour qu'on me remette, voilà, il y a un petit machin où on peut mettre des doses, où on me remettait, voilà, des doses de péri, parce que c'était assez douloureux. Tout en sachant aussi en parallèle, je suis un petit peu perfusée de partout puisque j'ai un antibiotique parce que j'ai eu le streptocoque B pendant ma grossesse. Je ne connaissais pas avant la grossesse, donc voilà, ça arrive à beaucoup de femmes. Moi, j'avoue, j'étais paniquée et finalement, c'est rien. Et notre perfusion, puisque du coup, pour le groupe sanguin, puisque bébé n'a pas le même groupe sanguin que moi, mais celui du papa. Donc, du coup, j'ai une autre perfusion, plus, je crois que j'ai du Doliprane en plus, parce que j'ai mal à la tête. Oui, avec l'hypertension. Exactement. J'ai mal à la tête. Donc, très honnêtement, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé précisément dans les heures qui ont suivi, parce que ça reste entre guillemets un petit peu un mystère. J'ai reçu entre guillemets aussi à ce moment précis un peu une nouvelle désagréable par téléphone sur laquelle je vais pas revenir plus que ça, mais qui sur le coup m'a fait assez rapidement monter en pression. Les sages-femmes donc essayaient de me calmer tout ça. En parallèle, j'étais très très fatiguée et en fait j'entendais sur le monito. Alors je fais comme ça parce que le monito il est en haut là à droite. Que ça se faisait que sonner et que mon bébé commençait à fatiguer aussi. Il passait en détresse fétale assez régulièrement. Donc, on est venu me voir et m'expliquer que on était en tachycardie tous les deux. Hein, que là, on nous laissait 30 minutes pour non pas seulement que ça redescende, parce qu'on m'a expliqué que le cœur du bébé ne devait pas faire que redescendre, il devait justement avoir un rythme régulier, donc descendre et monter, redescendre et monter, et que là, il était soit en haut, soit en bas, mais qu'il n'était plus régulier. Et moi aussi, j'étais pas. J'appelle j'appelle ça. J'ai fait un coup de calcaire. C'est comme ça que j'appelle ça, parce que c'était là vraiment, j'étais à bout, j'étais fatiguée, j'étais triste. Je voyais que ça commençait à coincer, je comprenais, j'entendais, elle venait gentiment, les sages-femmes, elles me changeaient de position, on essayait tout ce qui était possible. J'étais à 6, voire 7, parce qu'on m'a dit entre 6 et 7. Donc, j'étais mitigée entre, il reste pas beaucoup de temps, puisque ça s'est ouvert d'un coup bien comme il fallait, et où on me dit, il reste 30 minutes pour que le cœur du bébé vraiment évolue, sinon il faudra agir. Mais moi, je comprends pas le il faudra agir, je suis dans le déni. Le il faudra agir, on sait pas vraiment. Et en fait, à ce moment-là, donc moi j'essaye de me calmer, je pleure et forcément ça aide pas, hein, donc mais j'essaye de me calmer. J'ai ma grande sœur qui est avec moi puisque du coup c'est ma grande sœur qui m'a accompagnée pour mon accouchement puisque du coup papa n'a pas pu être présent et elle essaye de me calmer, elle essaye vraiment elle a les mots, c'est une maman, elle a eu 2 enfants. Elle a les mots, il faut et puis elle me rassure puisqu'elle me dit j'entends, mais en fait elle coupe le son du monito. Elle coupe, les sages-femmes lui ont dit comment faire, elle coupe et elle me dit dors un peu, repose-toi, ça va passer, ça va aller. Et elle comprend. Moi, j'apprends par la suite qu'elle était déjà en train d'envoyer des messages à tout le monde, à nos proches, pour expliquer que j'allais probablement partir en césarienne, puisque elle avait compris. Moi, j'avais compris, mais je voulais pas comprendre. Et en fait, à partir de là, au bout de 30 minutes, j'ai vu le médecin venir directement. Hein, on m'a même pas dit, je sais pas quoi. J'ai vu le médecin et les sages-femmes venir, et on m'a dit que là, ça faisait maintenant plus d'1 heure que du coup mon bébé était en détresse fétale. Que le col bougeait bien, mais il stagnait entre 6 et 7. Et il s'est arrêté aussi, et que là, il allait falloir envisager la césarienne. Qu'il fallait y aller. Et moi, toujours dans ce contexte d'essayer de rire malgré que je pleure, je leur dis on peut pas encore attendre une petite heure ou deux, je suis sûre qu'il va y aller, il va y aller et tout. Et là on me regarde et on me dit non, on me dit là maintenant il faut y aller, on est en détresse fétale, il faut y aller Madame Payen.
Et donc moi je dis ok, je pleure, mais je pleure, je crois comme, je sais pas si j'ai déjà pleuré comme ça dans ma vie. Le sentiment qu'on a sur une césarienne, et je pense que beaucoup de mamans césarisées vont me rejoindre, c'est un tel sentiment d'échec et de culpabilité à ce moment précis. Et je me rappelle, je regarde ma sœur et je lui dis, j'ai même pas été foutue de le sortir. Et là, je pleure. Et je vais essayer de pas en faire autant. Elle pleure aussi, elle me prend dans ses bras et elle me dit, mais non, elle me dit, ça va aller. Elle me dit, ça fait des heures que tu y es maintenant. Bien Elle sûr. me dit, tu te rends compte, ça fait presque 3 jours que tu y es. T'as tout essayé. T'as tout essayé. Voilà, Elle me dit, là, on peut. Et là, j'ai, dans tout ce chaos, ça fait des jours, et je vais le dire là, mais je vais prendre un petit temps pour parler d'elle. J'ai une sage-femme sur laquelle je tombe très régulièrement. Je lance une bouteille à la mer, elle s'appelle Margot. Elle a été mon rayon de soleil dans cet accouchement chaotique. Donc elle est sage-femme en salle de naissance de jour, donc à l'hôpital. Et elle est toute guillerette et elle est exceptionnelle. Et à ce moment-là, elle me regarde et elle me dit, Madame Payen, dans 30 minutes, vous avez votre bébé. Et en fait, je me suis restée là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment les mots à ce moment précis que tu avais besoin, que j'avais besoin d'entendre. C'est qu'en même temps, je me dis, je veux sortir par voix basse comme toutes les femmes, je veux connaître ce que ça fait. Et au final, on me dit dans 30 minutes, tu as ton bébé. Donc voilà. Et là, après, ce qui est assez choquant, c'est qu'on voit une équipe interminable, un personnel, je sais pas, au moins, je dirais entre 12 et 15 personnes qui viennent, bon, habillés de la tête aux pieds avec les calots, les masques, voilà, hein, ils sont en vert, ils arrivent tous, le médecin, tout ça. Et on me dit, là, enfin, on y va, donc c'est césarienne d'urgence. Et du coup, bon, bah, on m'enlève les petits bijoux qui me restent, le petit piercing là, machin. On me retire mes lunettes. Et là, je me rappelle de l'anesthésiste adorable, qui portait des lunettes et qui dit non, 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 vous lui retirez pas ses lunettes, parce que moi, on me demande, vous voyez sans vos lunettes? Et moi, je sais pas pourquoi, je dis oui. Alors je vois pas rien sans mes lunettes. Je vois très bien de près, mais je vois pas de loin. Je vois moins bien. Exactement. Et en fait, je sais pas pourquoi, je dis oui. Et du coup, on me retire mes lunettes. Et ma sœur regarde, elle dit non, mais elle me dit, Mathilde, elle me dit, non, garde tes lunettes. Et c'est elle, en fait, qui prend un peu le pli parce que moi, je suis sous le choc. Je suis en état de choc, en fait. Mon corps tremble de partout. Il tremble absolument de la tête aux pieds, enfin, pas les pieds parce que du coup, j'ai la péridurale, mais tout le haut du corps. Le haut du corps tremble. Exactement. On me met des cathéters, des trucs sur les, voilà. Et on m'explique que pour ma césarienne, on va me refaire une péridurale. Donc moi, j'ai une césarienne avec une autre péri. Voilà, je savais même pas que c'était possible. Donc du coup, bah l'anesthésiste le même revient, me refait du coup la péridurale. Donc tout se fait en même temps puisqu'on est dans l'urgence. Donc on a la personne qui vous retire, qui vous habille, qui vous machin, qui vous met qui vous demande de vous mettre comme ça. Enfin, il y en a de partout. Est-ce que tu comprends à ce moment-là l'urgence de la situation ou pas? Alors, je le comprends. Mais encore une fois, je suis dans un déni complet. Je suis dans un déni complet. En fait, je suis vraiment à ce moment-là en état de choc. Moi, vraiment, c'est comme ça que je le qualifie. J'ai mis un petit peu de temps à mettre ces mots-là sur ça. Mais en fait, je me demande comment on est passé en 3 jours de tout va bien. Enfin, tout va bien entre guillemets, puisque je rappelle que pour moi, je savais qu'on était sur une prééclampsie, mais on m'avait parlé d'un taux à 16,9. Pour moi, j'y étais pas du tout. Donc pour moi, tout allait bien. Il faut sortir le bébé. On me parle d'urgence, alors pas vitale, parce qu'on n'était pas en code rouge, mais on me dit il faut y aller maintenant. Parce que là, le bébé il est en souffrance depuis 1 heure. Si on le sort pas dans l'heure qui suit, on passe en urgence vitale. Et là, on comprend, mais on comprend pas. Enfin, c'est le choc. Je suis vraiment en état de choc. Et le corps réagit. Le corps réagit, exactement. Le corps tremble, envie de vomir. Enfin, c'est très particulier, une envie de vomir, de à moitié, de s'évanouir, parce qu'en plus on est à jeun depuis un moment. On peut pas trop boire d'eau, enfin, parce que ça peut, moi ça m'a donné mal au cœur. J'ai bu un peu d'eau, ça m'a donné envie de vomir. Donc et on est toujours dans ce contexte de canicule qui, encore une fois, a toute son importance. Il fait extrêmement chaud. Voilà. Donc, je comprends à ce moment-là que je pars en césarienne et à la fois, je sais pas vraiment comment ça va se passer par la suite. Je sais qu'une césarienne, c'est comme ça. On va tant de temps en salle de réveil, mais en fait, c'est un truc inconnu total. Et il y a toujours ce rayon de soleil, cette sage-femme qui est là.
qui a des mots qui est incroyable. Je me rappelle qu'on me papouille la tête, on me papouille les bras, on me papouille de partout. Donc on part, on m'emmène, voilà. Je vois ma sœur qui pleure aussi, hein. Je suis sa petite sœur. Je crois que c'est un des trucs qui m'a vraiment, voilà. Donc elle, je suis sa petite sœur. Elle s'attendait à avoir le privilège d'assister à mon accouchement et finalement elle se retrouve à avoir peur puisqu'on parle de stress pour nous deux, on parle voilà Bien sûr. de grosse tachycardie et tout ça. Donc, à ce moment-là, je m'en veux aussi un petit peu pour elle parce que je me dis mince, je suis en train de lui imposer quelque chose qu'évidemment je n'ai pas choisi, mais ce n'était pas à elle finalement de faire ça, puisqu'on est passé d'un privilège à finalement quelque chose d'un peu sur le coup assez dramatique. Hein, encore une fois, je parle de l'instant T. Donc on part, hein, je sais même plus si on me transfère d'un autre lit ou pas. Franchement, je pourrais même pas dire. C'est une espèce de blackout. On est là, mais on est à côté, on est spectateur et en même temps tout le corps réagit. Et du coup, on m'emmène donc en salle de césarienne, hein, donc toujours, donc on nous étend les bras, on nous met des tas de trucs, on voilà. Et puis on me fait cette césarienne, donc moi je vois pas, hein, j'ai le drap. Oui, t'as le drap. Voilà, donc je sais qu'on peut parfois assister ou pas assister. Et puis on commence à me prévenir gentiment. Que je vais peut-être pas entendre mon bébé crier tout de suite, qu'on va pas me le donner tout de suite, voilà, mais qu'il faut pas que je m'inquiète. Bon, c'est comme on dit à quelqu'un, regarde pas, fais pas, il regarde, il fait. Bon, forcément, je m'inquiète. Forcément. C'est tout. Donc, je sens une césarienne, on sent, c'est pas douloureux, mais c'est pas très agréable. On sent tout ce qui se passe. C'est assez long. C'est ça, à peu près une bonne demi-heure pendant qu'on charcute, entre guillemets, parce que je vais appeler un chat pour moi. En tout cas, en césarienne d'urgence, ce n'est pas un accouchement. Pour moi, c'est une intervention chirurgicale. Voilà, tout le monde a des calots, des masques, on ne voit même pas les personnes qui nous s'adressent à nous. J'ai toujours cette sage-femme gentiment qui est allée chercher mon téléphone portable, qui me dit je vais prendre en photo Mathilde, je vais m'en occuper et tout. Et moi je me rappelle, je la regarde et je lui dis mais vous savez pas mon code que je lui dis. Et elle me dit vous inquiétez pas, j'ai un iPhone, je sais comment faire. Et en fait grâce à elle, j'ai des souvenirs de ce moment-là, des premiers moments de mon bébé, parce que sinon il y aurait pas. C'est hyper précieux. C'est très très précieux et c'est pour tout ça que j'ai enfin vraiment ça a été mon soleil dans tout ça. La douche, tout ça c'était elle, hein, vraiment qui a eu tout plein d'idées pour vraiment qu'on y aille, quoi. Hein. Elle vient pas faire acte de présence, elle fait ce qu'il faut. Elle fait son travail et très bien. Et donc la naissance se fait d'une manière très formelle. Moi je me rappelle, hein, quand on est en salle d'opération, je sais pas comment appeler ça, là, dans cette salle de césarienne, il y a une espèce une espèce d'horloge numérique avec des chiffres rouges dessus, et je regarde ça, je suis fixée là-dessus. On me parle, on me papouille toujours. Alors par contre, le personnel est adorable, ils ont une attention très particulière pour les mamans césarisées. Je pense qu'ils voient que c'est très choquant, et tout le monde est adorable avec ça, avec moi. Et je vois cette horloge et j'entends en même temps, ça commente un petit peu tout ça. Moi, toujours dans mon déni, je raconte un petit peu des bêtises, mais voilà. Et j'entends du coup, d'une manière très formelle, encore une fois, naissance 16h25. Et donc là, j'entends, et là on me dit, on l'emmène, hein, on l'emmène. Alors au début, non, j'entends, oh là j'entends les cheveux qu'il a. Et effectivement, mon bébé, il dit avec énormément de cheveux, il en a encore beaucoup. Et j'entends, oh là, c'est un beau bébé, hein, c'est un bon gros bébé, hein. Et fatalité, l'un des médecins qui m'a fait ma césarienne était celui qui avait estimé pendant l'échographie. Donc il avait estimé à 3,7 kg, mon bébé est né à 3,685 kg. Donc je lui dis bravo. On rigole un peu à travers ce rideau. Et donc du coup on emmène mon bébé. Je l'entends pas pleurer, j'entends qu'il pleure pas. Et il se passe 7 longues minutes, puisque je les ai comptées, avant que je ne puisse, alors pas 7 minutes avant qu'il se mette à pleurer, 7 minutes avant qu'on me l'amène. Oui, voilà. Je veux dire, on me l'a pas sorti, on me l'a pas mis.
Il est parti dans une petite salle. J'ai appris par la suite, bon, qu'il avait bu du liquide amniotique, comme c'est souvent le cas. Et il a aussi essayé de sortir parce qu'il s'était engagé dans le bassin. Du coup, il avait la tête un petit peu déformée, voilà. Et donc, du coup, on lui a donné du Doliprane, tout ça. Puis on a écouté son cœur un petit peu et tout forcément, puisque tout ça a été fragilisé. Et donc, pendant ces 7 longues minutes où en même temps on nous charcute et où je regarde cette horloge, après on m'amène mon bébé. Alors, on n'amène pas le bébé comme on le rêve dans les accouchements. On nous le pose pas dessus. En tout cas, moi, on me l'a pas posé dessus. On me l'a amené dans un premier temps. Sa tête était à l'envers de moi. Donc, le corps vers le haut, les pieds vers le haut. Et voilà, on me le met comme ça. On n'a pas les bras, hein, les bras sont, les bras sont immobilisés, là. Donc on me l'amène, je le vois, tout ça, et puis on me dit, voilà, on va le mettre en couveuse, on va le mettre tout ça, et puis vous pourrez le retrouver. Donc on me laisse quand même quelques minutes, hein, je l'embrasse, tout ça, c'est assez furtif, et en même temps, bon, c'est mieux que rien. Est-ce que tu as pris conscience que ton bébé était là à ce moment-là? Ouais, parce que c'est trop, l'état de choc est là, enfin. Et peut-être que je vais être ridicule à ce que je vais dire, mais même à ce jour, je sais que j'ai un fils, il est là tous les jours avec moi et il est incroyable, mais j'ai pas l'impression d'avoir accouché. Il manque une étape à cette entre la grossesse et la vie que j'ai aujourd'hui avec mon fils, il manque une étape. J'ai pas eu de peau à peau, j'ai pas eu de tétée d'accueil, j'ai pas eu tout ça. Moi qui avais un projet d'allaitement, tout ça, c'est tout un espèce de monde qui s'écoule en fait à ce moment-là parce que effectivement, on nous dit ça va pas se passer comme vous l'avez rêvé, c'est OK. Mais on s'imagine quand même pas que vraiment chacune des étapes va être grillée comme ça, c'est-à-dire que même la fin de ma grossesse, j'avais encore des petites choses de prévues entre guillemets, je devais aller faire mon shooting de grossesse le vendredi qui suivait. Du coup, pas de shooting de grossesse puisque je suis jamais ressortie de ce rendez-vous. Le repos que j'ai eu, donc il y a plein de choses que j'ai pas pu faire puisqu'on m'avait mis au repos forcé. Ensuite, évidemment, ces 3 jours de déclenchement hyper longs, hyper fatigants et pour le moral très très compliqué, puisque en maternité, bon déjà on n'a plus de visite pour personne depuis le Covid et c'est un côté positif pour la suite, je trouve. Mais en tout cas le avant c'est un peu compliqué puisque voilà et du coup même les personnes qui nous accompagnent ou le papa ne peut pas rester le soir. Donc c'est ça. Quand la nuit on est en travail, quand le soir passé 20h, 21h on est en travail, qu'on a peur, on est tout seul. Et moi je sais que enfin cette partie-là, je l'ai super mal vécue. À la fois je me suis dit, bon, allez, t'es courageuse et puis ça fera quelque chose à raconter un peu avec fierté. Mais on n'emmène pas large à ce moment-là. On n'emmène pas large du tout. Oui, puis on a besoin qu'on nous tienne la main, même Exactement. si, voilà, c'est peu importe, mais d'avoir la présence de l'accompagnant, en fait. Mais bien sûr, et à tout âge, je crois que moi, je rêvais que d'une chose, même c'était même de ma maman, de mon papa, de mes parents, voilà, parce qu'à ce moment-là, on redevient c'est vrai, je suis assez d'accord. On est vulnérable. La vulnérabilité nous ramène vraiment à nos sensations primitives, en fait, de chercher ses parents, de chercher du réconfort comme ça, je trouve. Hein. C'est exactement ça. Et à la fois, on veut pas inquiéter, donc bien sûr. Donc quand on les a au téléphone ou on en rigole, ça ne marche toujours pas. Je pense que j'en ai encore pour quelques jours. Et en fait, on raccroche et on pleure et à la fois on se dit on peut pas pleurer parce qu'on voit le monito qui voilà, l'hypertension qui monte dès que donc on se dit attention. Enfin, c'est un mélange d'émotions, c'est des montagnes russes qui sont incroyables parce qu'on est enfin moi je sais que je restais toujours dans ce truc de prééclampsie, du coup ça va se guérir quand il va sortir, donc on est encore dedans. Je vois bien chacun de mes membres qui gonfle comme je sais pas quoi, mes petits maux de tête. Et à la fois quand on me demande à l'hôpital, alors pas d'acouphène, pas tout ça, j'avais pas. Mais quand on me demande vous avez mal à la tête, oh ça va, je disais parce que en fait je voulais essayer d'éviter cette cette situation d'urgence à ce moment-là. Alors attention, je ne mettais personne en danger puisque je voyais bien sur le monito. Les monitos étaient bons. Bien sûr. Si je voyais que le cœur, à aucun moment j'aurais, voilà. Mais j'essayais de vraiment, je tenais à ce que la finalité, soit positive. Et bien sûr. Bon, elle l'a été puisque mon bébé était en excellente santé. Et c'est le plus important. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit tout le temps. Ton bébé va bien, ton bébé va bien. C'est évident. J'ai eu la chance que beaucoup d'autres n'ont pas. Mais ça aurait pu se passer beaucoup mieux que ça. Et effectivement, le bébé, c'est la finalité. Il est là, il va bien, il est en bonne santé. Et c'est incroyable. Et dans tout ça, j'ai quand même connu ce qu'était le travail. C'est là où je suis quand même un peu moins frustrée, puisque du coup, j'ai quand même eu les contractions, la péridurale et tout un travail. Et bien qu'il ait été long,
il a été là. Oui, il a été là quand même. T'as pu vivre un petit peu ce travail-là. Exactement. Mais avec du recul, t'as l'impression qu'il te manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Voilà, qui manque. Exactement. Il y a vraiment un manque. On nous vend cette vague d'amour indescriptible qui arrive quand on nous sort notre enfant et quand on nous le pose. Et ben c'est hyper frustrant de ne pas avoir ça. On sait que c'est notre enfant. Bien sûr. Je le sais, je l'ai vu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je savais que je l'ai senti dans ma chair, dans mon être que c'était mon enfant. Mais j'ai pas ressenti cette vague d'amour, puisqu'en même temps j'avais mal, j'avais encore peur, j'étais épuisée et j'avais extrêmement peur pour lui et pour moi aussi. Donc, en fait, on n'a même pas l'occasion de se réjouir au final. Oui, c'est ça. C'est ça. On reste encore dans ce stress au final. Exactement. Puisque lui, il est sorti, mais nous, on n'est pas refermés. Oui. Et puis, l'angoisse de dire, est-ce qu'il va bien? Évidemment, puisque bien sûr. On sait, si on l'emmène, même si c'est 7 minutes. Oui, mais c'est les plus longues minutes de ta vie. Plus longues minutes de ma vie. Et c'est surtout, je sais qu'il y a eu quelque chose. On me dit pas quoi, à ce moment-là. On me dit juste, vous l'aurez pas tout de suite, vous inquiétez pas, vous l'aurez pas tout de suite. On va faire quelques vérifications. On me dit même presque que c'est la procédure et en vrai je sais que non maintenant puisque voilà il y a plein de mamans césarisées qui l'ont tout de suite, d'autres qui vont le garder avec elle en salle de réveil. Moi ça n'a pas été le cas. Et là je sais que on m'emmène du coup donc lui on l'emmène. Hein, voilà, on l'emmène dans son petit berceau tout ça. Et puis moi on va pour m'emmener et puis en fait toujours cette sage-femme et puis ses autres collègues alors celle qui m'a marqué particulièrement mais toutes elles ont été adorables toutes et tous d'ailleurs. Et en fait on me remet mon bébé dans le couloir entre la salle de césarienne et la salle de réveil. On me ramène mon bébé, là on me le pose vraiment dans le bon sens. Je peux vraiment lui faire son premier câlin, son premier bisou. Alors c'est pareil, c'est dans un couloir quoi. Je revois moi les lumières, les lampadaires, c'est des détails qui sur le coup c'est des lampadaires blancs, c'est médical quoi. Très médical, exactement. C'est un peu violent quand même. Ils ont toujours leur tenue d'opération. Voilà, ils ont pas une petite blouse rose de sage-femme. Non, ils ont des trucs verts qui pètent, qui de la tête aux pieds. C'est des personnes qui ont opéré. Et donc du coup on me le met quand même sur moi tout ça, on me le met quelques minutes, on prend quelques photos tous les deux, les premières vraies photos où du coup on est l'un avec l'autre, voilà. Mais moi je suis l'habillée. Moi je rêvais de ce poids pot, je suis frustrée aussi de ça, de ce poids pot, de ce moment d'émerveillement sur son bébé où on a le temps de découvrir son bébé. Parce que moi j'ai vu mon bébé, mais en fait quand après je vais dans ma salle de réveil, je ne sais même pas à quoi ressemble mon bébé parce que j'étais dans cet état de choc. Je sais que j'ai vu mon bébé. On me dit qu'il a des cheveux, j'en ai vu dépasser, mais il a déjà le bonnet moi quand je le vois. Donc je sais même pas qu'il a des cheveux. On me dit qu'il a la tête déformée. Je vais même pas voir qu'il a cette tête déformée parce que ça va se remettre en 24 heures et en fait je ne l'ai même pas vu sans bonnet. Donc en fait tout ça c'est des petites choses entre guillemets que je trouve hyper frustrantes. On me dit il a du poil dans le dos. C'est rigolo, il a du poil dans le dos. Ben, je le vois au bout d'un certain nombre de jours. Et en fait, du coup, je suis frustrée. Je n'ai pas rencontré mon bébé à ce moment-là. Et en fait, aujourd'hui, et je trouve que c'est le plus compliqué dans une césarienne, et je pense que c'est là où une maman doit se préparer, c'est que la rencontre ne sera pas, ça sera une vraie rencontre. Et au contraire, si elle peut se préparer à une rencontre différente, mais à apprécier une rencontre différente. Moi, on m'a pas dit que, je le savais, mais on m'a pas expliqué qu'il y aurait pas tout ça. Peut-être que ça paraît logique. Encore une fois, j'aurais peut-être dû un peu plus voilà. Après, autour de moi, j'ai eu des personnes qui ont eu des césariennes, attention. Et quand on en discute avec le temps, on me dit, mais justement, on voulait pas te faire peur, on voulait pas te machin. Et moi, la chose qui me saute aux yeux, c'est que les choses n'aient pas évolué, en fait, parce que j'ai ma grande sœur qui a un fils de 12 ans, qui a vécu un accouchement par césarienne hyper traumatique. J'ai ma meilleure amie qui a un fils de 6 ans, donc on est 6 ans plus tard, qui a vécu une césarienne encore plus traumatique. Et moi, j'arrive, je suis un petit peu entre les deux. Mais les choses n'ont pas évolué. On nous dit vous allez 2 heures en salle de réveil, c'est faux. J'y suis restée 4h30, 5 heures. Parce que du coup, donc j'accouche à 6h25, le temps qu'on me referme tout ça, ça c'est une chose. On me monte enfin on m'emmène en salle de réveil, je dis monter, mais je pourrais même pas dire si j'ai pris un ascenseur ou pas. Là, je suis pareil, je suis pourtant je suis pas endormie, j'ai que les jambes, mais je saurais pas dire. Et on m'installe dans une salle de réveil.
et on est plein. Alors, oui, il y a plusieurs personnes à côté de toi. C'est ça, exactement. On est séparés par des rideaux. Alors, il y a de tout, il y a des messieurs et tout, donc c'est pas que des césariennes. Hein. Donc déjà là, en plus, ça passe vraiment dans la dimension opération. Voilà. Exactement, puisque j'entends un monsieur qui se fait opérer de la hanche, j'entends à sa voix qu'il a un certain âge. J'entends plus loin qu'il y a parce qu'en plus à ce moment-là, on devient la César d'urgence. Voilà comment on nous qualifie. Donc en plus, quand la personne m'amène dans la salle de réveil, il y a alors moi, la salle de réveil et le personnel de salle de réveil, je suis navrée, il y a des améliorations à faire. Je suis d'accord, c'est comme tout le monde, vous avez vos journées de boulot dans les pattes, il y a pas de souci, c'est ok. En revanche, prenez en considération, et pour toutes les opérations en fait, que c'est un choc pour le corps, pas que pour une césarienne. Il faut peut-être un petit peu, voilà. Donc plus d'empathie. Exactement.